Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, la reconquête de Mossoul, cette ville irakienne tenue par le groupe État islamique depuis juin 2014, les premières heures de l'offensive dans un instant. Mossoul, ville stratégique, ville historique aussi. On verra avec Florence Gaillard comment elle s'est construite au fil des siècles. Et puis nous irons en territoire palestinien. Amona, l'une des nombreuses colonies israéliennes, doit être détruite prochainement. Benyamin Netanyahou s'y est engagé. Les djihadistes la considèrent comme leur fief, voire comme leur capitale en Irak, Mossoul, où vivent 1 500 000 civils, est le nouvel objectif de la coalition. La bataille pour la reconquête a été lancée lundi dernier. En première ligne, l'armée irakienne et les combattants kurdes. Reportage Arnaud Comte. Aux premières lueurs de l'aube, les tanks des forces kurdes s'enfoncent en territoire ennemi. La colonne de blindés s'en va défier les djihadistes à travers ces collines désertiques et poussiéreuses du sud-est de Mossoul. Les Peshmerga prennent à peine position. Que leur artillerie riposte déjà à des tirs nourris en provenance du premier village. Un homme est blessé. Il faut l'évacuer du front au plus vite. Plusieurs explosions retentissent. Des pièges sciemment tendus par les djihadistes. On les voit partir par là-bas. Ils sont en train de fuir le village. Les voici sur cette image, s'échappant à vive allure sur des motos. Ils ne seront pas rattrapés, mais les Peshmerga ont pris le contrôle du village. C'est quoi cette voiture là-bas ? Des obus de mortier s'abattent à nouveau, alors que les soldats kurdes découvrent partout autour d'eux les pièges qui leur sont tendus. Vous voyez là, sous la couverture dans la maison, c'est du TNT, de l'explosif. La charge, dissimulée dans la maison, est reliée à un fil, un détonateur, comme ce portail, bricolé pour exploser lorsque la porte s'ouvre. Et quand les maisons ne sont pas piégées, voilà ce que les Peshmerga découvrent à l'intérieur. Des tunnels pour se déplacer entre les villages sans se faire repérer. Celui-là, il fait 2800 mètres de longueur. Comment ils ont réussi à creuser ça ? Certains de ces tunnels ont été bombardés la nuit dernière par les avions de la coalition. Comme cette mosquée où s'étaient retranchés des dizaines de djihadistes. Mossoul, où en juin 2014, le chef du groupe État islamique avait proclamé son califat entre l'Irak et la Syrie. Bonjour Florence Gaillard. Bonjour Julien. Pourquoi Mossoul a-t-elle été le point de départ du califat ? D'abord, Mossoul a un poids historique. Mossoul a été fondée sur les bords du fleuve Tigre, juste en face de Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire assyrien. Ça, c'était pendant l'Antiquité. Plus récemment, la région a fait partie de l'Empire ottoman pendant 4 siècles. En 1914, on ne parle pas d'Irak, mais de 3 vilayets, 3 provinces, celle de Mossoul, celle de Bagdad et celle de Bassora. À l'époque, Mossoul marque la frontière du sunnisme face aux chiites. C'est aussi un centre important pour le commerce régional et, élément capital, à la fin du 19e siècle, on découvre du pétrole dans les sols de la province de Ninive. Alors quand est-ce que les frontières ont commencé à bouger ? Avec la guerre, évidemment, la Première Guerre mondiale qui donne aux Occidentaux l'occasion de se partager les pays arabes sous domination turque. Les Français et les Britanniques se disputent Mossoul, qui est stratégique. La ville doit d'abord être rattachée à la Syrie, qui est sous mandat français. Mais les Britanniques sont sur place et très intéressés par le pétrole de la région. Donc, ils obtiennent Mossoul de Georges Clemenceau, le président français. Et en 1920, les accords de San Remo incorpore la ville à l'État irakien, lui-même sous mandat britannique. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'Irak devient indépendant à partir des années 30, la population de Mossoul va adhérer massivement au nationalisme arabe, puis
au parti Baas, le mouvement auquel appartient Saddam Hussein, mais toujours avec une identité sunnite très marquée. Et parmi les insurgés, on retrouve des anciens officiers de Saddam Hussein. Oui, Mossoul est connu en Irak pour avoir donné ses meilleurs éléments au régime de Saddam Hussein. Et quand les Américains ont envahi l'Irak en 2003, ces cadres arabes et sunnites sont entrés en insurrection contre le gouvernement chiite et son armée. Les Américains pensaient reconstruire l'Irak à partir des vilayets d'origine avec au nord les sunnites et au sud les chiites, mais c'était beaucoup trop simple. Mossoul vient de l'arabe al-Mawsil, l'arrivée, le carrefour, c'est ce que ça veut dire en arabe, al-Mawsil, l'arrivée, le carrefour. Sur cette dernière carte, on voit que Mossoul est tout près du Kurdistan, c'est la zone en bleu. Sa population est donc composée d'Arabes, de Kurdes, mais aussi de Turcs, qui peuvent être aussi bien sunnites que chiites. Et il y a aussi les chrétiens et les yézidis qui ont dû fuir quand les djihadistes sont arrivés à Mossoul. Donc Mossoul, c'est une ville frontière qui concentre toutes les lignes de fracture ethniques et religieuses de la région. C'est pour ça qu'on trouve autant d'acteurs sur le terrain, des soldats irakiens, des milices chiites, des peshmerga, des troupes turques et aussi la coalition internationale. Bref, tout le monde va être là quand la ville va être libérée. Donc la vraie question, c'est que va-t-il se passer après? Est-ce qu'on va assister à une paix des braves ou est-ce qu'au contraire tous les acteurs vont se retourner les uns contre les autres? Est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte? Surtout qu'il ne faut pas oublier que derrière les rivalités entre communautés, il y a aussi les convoitises de terre, de pétrole et de ressources en eau. En somme, tout va se jouer après la bataille de Mossoul. Merci Florence Gaillard pour cet éclairage. On part en Cisjordanie à présent sur l'une des nombreuses colonies sauvages implantées par des colons israéliens. Celle d'Amona pose particulièrement problème. Elle est illégale au regard du droit international, mais aussi de la loi israélienne. Les 300 habitants vont devoir évacuer avant Noël. La colonie israélienne d'Amona, en Cisjordanie occupée. Environ 40 familles juives vivent ici dans des mobil-homes, mais peut-être plus pour très longtemps. La Cour suprême israélienne a jugé que la colonie se trouvait sur des terres palestiniennes et devait être détruite avant le 25 décembre. Nous n'allons partir nulle part. C'est chez nous ici. Personne, pas même la Cour suprême israélienne, ne peut nous faire partir d'ici. Le ministre de la Défense israélien a dit que l'évacuation d'Amona devait avoir lieu, mais sans en spécifier la procédure. L'une des suggestions d'un comité gouvernemental est de déplacer la colonie non loin de là, une possibilité qui révolte Fouad Mahdi. Cette terre est notre terre, la terre de nos ancêtres dont nous avons hérité de nos parents et grands-parents. Pour nous, la terre a une grande valeur. Quand j'ai entendu à la radio qu'ils allaient me la prendre, j'ai pleuré, comme si l'un de mes enfants était mort. Toutes les colonies en Cisjordanie sont illégales aux yeux du droit international, mais Israël en reconnaît certaines. La colonie d'Amona n'a pas été approuvée par le gouvernement qui a malgré tout installé l'électricité. Et les militants anti-colonisation ont peur qu'Israël trouve un moyen de contourner la décision de la Cour suprême. Le gouvernement israélien, sous la pression des colons et de l'extrême droite, essaye de trouver des solutions autoritaires, étranges et à notre avis illégales pour qu'il n'ait pas à évacuer. Plus de 370 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, occupés depuis 1967, et la poursuite de la colonisation est un point de discorde central entre Palestiniens et Israéliens dans un conflit qui dure depuis presque 70 ans. La charge de John Kerry contre l'Iran, le secrétaire d'État américain juge que la politique régionale de Téhéran pose problème. Elle freine la levée des sanctions, dit-il, propos jugés inacceptables par les autorités iraniennes. Bonjour Mariam Pierzadeh. Bonjour Julien. Vous êtes notre correspondante et l'une des rares journalistes françaises à être basée en Iran. Et vous êtes aujourd'hui en France pour la parution de votre livre « Quand l'Iran s'éveille » aux éditions de La Martinière. Alors au cœur de cet échange entre John Kerry et Téhéran, il y a l'accord nucléaire conclu il y a plus d'un an maintenant. Est-il en péril ?
Alors en péril, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais effectivement, un peu plus d'un an après, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'avancée. Et les Iraniens se sont exprimés après ces propos de John Kerry en disant qu'il ne fallait pas rajouter des conditions car ils s'étaient bien mis d'accord. Ils ne traitaient que de la question nucléaire iranienne. Alors en péril, effectivement, peut-être vis-à-vis des conservateurs, vis-à-vis de la population iranienne qui estime que pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Les signatures de contrats traînent et notamment en très grande partie à cause des États-Unis, car les banques françaises et les banques européennes à plus grande échelle ont peur de s'engager en Iran par peur d'un retour de bâton d'une amende des États-Unis, comme c'est arrivé il y a quelques années pour la banque BNP avec une amende de 9 milliards d'euros. Alors votre livre, Quand l'Iran s'éveille, dépeint la vie quotidienne des Iraniens. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour eux depuis cet accord ? Alors déjà, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus des parias. C'est exactement ces mots-là qu'ils nous ont dit ce soir du 14 juillet 2015 lorsqu'ils ont fêté cet accord. Ça y est, nous revenons dans le concert des nations. Effectivement, on l'a vu après, les Iraniens ont été invités lors de grandes conférences internationales, notamment sur les questions régionales. Et c'était ça, je pense, le plus important pour eux. Car la population iranienne, c'est en tout cas ce qui revient beaucoup dans leur bouche, ils souffrent d'une mauvaise presse. Ils estiment qu'on parle souvent de leur pays dans des mauvais termes, dans des termes négatif et que voilà, cet accord faisait revenir l'Iran au sein même du concert des nations et qu'on allait parler d'eux en des termes positifs. La prochaine étape importante pour l'Iran, c'est l'élection présidentielle en mai. Comment est-ce que ça s'annonce ? Alors pour le moment, effectivement, il n'y a pas de candidat conservateur du camp conservateur désigné. Mahmoud Ahmadinejad a finalement annoncé qu'il ne se présenterait pas. Rassem Soleimani également, qui était donné favori pour cette course à la présidentielle, a annoncé également qu'il ne se présenterait pas. On s'oriente visiblement, sauf grande surprise, vers une réélection de Hassan Rouhani, donc qui est issu du camp des réformateurs. Effectivement, il lui reste un mandat. Il peut se présenter encore pour un mandat. Donc on va voir effectivement face à lui si un candidat conservateur se désigne d'ici les prochaines semaines, mais on va commencer à rentrer effectivement dans la campagne pour les présidentielles à partir du mois de novembre. Et on vous retrouvera donc à Téhéran à ce moment-là. Merci avec beaucoup, grand plaisir. Mariam Pierzadeh, auteur de Quand l'Iran s'éveille aux éditions de La Martinière. On referme ce magazine avec vous. À très vite sur France 24.